Kurdistan irakien ne se trouve pas, comme je le dis depuis toujours, aux États-Unis d'Amérique. Il ne fait pas partie de la Suède. Il n'est pas une province française. Le Kurdistan irakien fait partie d'un Irak qui est entouré par 250 milliards de dangers. Ce n'est pas pour rien qu'on se prépare pour sa faillite totale, pour son explosion. J'étais en Irak, on m'a dit comment, à un moment donné, un politicien m'a demandé comment vous qualifiez le pays. Je lui ai dit, écoutez, tous les matins quand je me réveille, j'allume mon téléphone, la première chose que je regarde, et je me pose, est-ce que l'Irak existe encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tous les matins, quand je me réveille, j'attends qu'on me dise, voilà, c'est fini. L'Irak est fini en tant que population, en tant qu'État, et nous sommes entrés dans une guerre totale. Et donc ce Kurdistan-là se trouve à l'intérieur de cet Irak-là. Comme tous les pays de la région, le Kurdistan irakien est traversé par les impératifs géopolitiques, par les enjeux des pays du système régional, par la Turquie, par l'Iran, par les États-Unis d'Amérique, par les pays arabes, par les pays de l'Union européenne. Alors ça, c'est un élément à prendre en compte. Autrement dit, vous n'avez pas un État kurde, vous avez uniquement une entité fédérée. Et cette entité fédérée est fragile. Fragile économiquement, fragile militairement, fragile sécuritairement, fragile même socialement et culturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des ingérences partout de la part de ces acteurs du système régional et du système international. Mais c'est fragile aussi, pourquoi? Parce que le nationalisme kurde n'a pas encore parfaitement réussi à s'unifier, à développer un seul discours et à se présenter au monde avec un seul récit. Bien évidemment, vous avez absolument raison à ce niveau-là. Mais par contre, pour répondre à votre question, est-ce que c'est un vrai nationalisme? Je ne connais pas des vrais nationalismes. Je ne connais que des groupes qui se donnent des définitions, n'est-ce pas? C'est un jugement de valeur, par exemple, de dire, est-ce que le nationalisme arabe a réussi à mettre en place un État arabe? Non. À ce jour-là, vous avez un État saoudien, vous avez un État émirati, vous avez un État qatari, vous avez un État égyptien, mais vous n'avez pas un État arabe. Moi, je sais, il y a beaucoup d'acteurs nationalistes turcs, iraniens, kurdes, qui ne partagent pas ma vision du monde. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu des perdants de la sortie de l'Empire ottoman. Mais parmi ces perdants, je qualifie le nationalisme arabe aussi. Le nationalisme arabe n'a jamais été un des perdants majeurs de cette sortie de l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce qu'il avait le rêve de fonder un État arabe unifié, n'est-ce pas? Du Maroc jusqu'au Caire. Mais cet État arabe n'a jamais été formé. Et donc, comme le nationalisme kurde n'a jamais réussi à mettre en place son État, aujourd'hui vous avez quatre Kurdistans, comme vous avez 22 pays arabes. Avec une nuance, c'est que dans ces pays-là, on a des États avec une donnée majeure qui change désormais les rapports de force. Par exemple, si vous avez lu la déclaration de MBZ, Mohammed Ben Saïd, les 10 points, je l'ai étudié en détail dans l'anniversaire de 50 ans des Émirats Arabes Unis en tant qu'État, dans les 10 points qui déterminent les stratégies des Émiratis pour les 10 années à venir. Il n'y a pas un seul mot sur l'État arabe ou sur la nation arabe. La nation émirati, l'État émirati, le peuple émiratien. Au Qatar, si vous l'avez remarqué, allez au Qatar. Le discours sur le nationalisme arabe, jour après jour, s'affaiblit et se fragilise. En même temps, le discours sur le nationalisme qatari se développe, se forge d'une manière très large. Désormais, on s'identifie par exemple au Qatar en tant que Qatari et non pas en tant qu'Arabe. Autrement dit, le nationalisme étatique gagne contre le nationalisme arabe. C'est pourquoi je ne m'engage pas dans les jugements de valeur de dire c'est un vrai ou c'est un faux nationalisme.